C'est bon. Alors, bonsoir Johanna. Allô. Merci d'être ici avec nous ce soir. Plaisir. Aujourd'hui, on parle d'un endroit que j'adore à Montréal, qui est situé au cœur de la petite patrie. Et on parle aussi de la femme qui est derrière, Johanna. Donc, c'est le Café des Habitudes. Plus qu'un café, c'est un espace de vie, c'est un cocon. Moi, c'est l'endroit où je vais quand ça va pas trop. Parce que je sais qu'en allant là-bas, genre, je me sens tout de suite mieux, on se sent choyé. C'est un endroit où on peut bouquiner dans des cabanes suspendues, on peut se lever dans des petits fauteuils confortables, on peut manger des bons produits. On peut s'émouvoir devant des concerts magnifiques aussi, parce qu'il y a des événements qui se passent dans ce café. Donc, c'est vraiment un espace de vie plus qu'un café. Et donc, derrière ce projet magnifique, donc c'est Johanna Nissenbaum qui est à l'origine de tout ça. Et concrètement, le Café des Habitudes, c'est un rêve qui est devenu réalité. Et donc, du coup, Johanna est la preuve vivante que tout possible. Rêve, voilà, que c'est possible, que rien n'est impossible et que si on le veut assez fort et avec un peu d'huile de coude, je pense, légèrement beaucoup, on peut y arriver et surtout on peut y arriver de manière éthique et responsable parce que c'est le gros sujet aussi de cette conférence aujourd'hui, de cette interview. C'est comment est-ce qu'on mène à bien un projet qui est le plus propre possible, qui a un impact le plus positif possible à la fois sur les gens puis sur la planète. Donc c'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui avec toi, Johanna. Je vais te présenter vraiment de manière très simple. Qu'est-ce que tu faisais avant d'en arriver là où tu es aujourd'hui, où tu étais, tout ça. OK. Déjà, allô tout le monde. Merci beaucoup d'être là, ça fait vraiment plaisir. Qui je suis? J'ose dire que je suis entrepreneur à impact. Je suis maman d'une petite fille de 5 ans. J'ai également un conjoint. On vit ici à Montréal depuis plus de 10 ans. Je suis à la base de France, mais officiellement franco-canadienne depuis quelques semaines. Wow. Et donc, c'est ça. J'ai créé le café il y a maintenant 2 ans au cœur de la petite patrie, donc le Café des Habitudes. Puis, en effet, c'est un rêve qui a été vraiment visualisé pendant des années, au moins plus de 5 ans avant de prendre vie. Et avant, j'ai eu toute ma carrière en marketing, communication, beaucoup dans le milieu du retail. J'ai vendu énormément de vêtements et de chaussures dans ma vie. C'est vraiment le cœur de mon métier. Donc, c'est ça. OK. Et qu'est-ce qui t'a inspiré, du coup, après toutes ces années en marketing, communication, à fonder le Café des Habitudes? C'était quoi l'étincelle? D'avoir un projet aligné avec mes valeurs. Ça a vraiment toujours été le cœur du sujet, c'est vraiment le fait de ne pas faire un travail qui était aligné avec mes valeurs, pas faire un travail qui fait que je pouvais me regarder dans la glace. Puis c'est vraiment tout ce chemin-là qui a fait que pour moi, c'était important d'avoir un travail qui fasse du sens. Puis au-delà de ça, j'ai toujours rêvé en fait d'avoir un mode de vie qui fait que je n'ai plus l'impression de travailler. C'est vraiment, ça vient de mon éducation. Ma maman également, une entrepreneure, vit de sa passion également. Puis pour moi, j'ai toujours vécu comme ça, dans un mode de vie où on ne travaille plus, c'est juste qu'il y a tout qui se mélange. Et pour moi, ça a toujours fait du sens. Et pourquoi un coffee shop? C'est vraiment, c'est ce que j'adore le plus, moi. Découvrir une ville, découvrir des lieux de vie à travers les coffee shops qui sont vraiment des lieux du quotidien, des lieux de quartier, des lieux de communauté. Puis à un moment donné, c'est ça. C'est vraiment ce côté, exactement comme tu disais, de créer un espace de vie qui a toujours été au cœur de ce projet-là, mais aligné avec mes valeurs. Aujourd'hui, donc là, tu dis valeurs. Oui. Qu'est-ce que tu entends par valeurs, justement? Quelles valeurs tu as réussi à inclure dans ce Café des Habitudes? Depuis le jour 1, j'ai toujours voulu que ce soit un lieu qui ait le plus bel impact positif sur les humains. Donc ça me fait plaisir quand tu me dis que tu viens pour te sentir mieux. Ça a toujours été au cœur du projet. Mais également un lieu qui ait le moins d'impact possible sur la planète. Je pense qu'à l'heure où j'ai ouvert le café en 2021, des solutions existaient déjà dans le fait d'entreprendre dans le milieu de la restauration. Des solutions existaient pour avoir le moins d'empreintes possible écologiques. Et j'ai osé décider d'y aller all-in là-dedans. C'était pas pour moi un élément différenciateur. On n'est pas un café zéro déchet ou quoi que ce soit. On est un café éco-responsable dans le sens où on met en place plein d'actions pour aller vers du mieux. Et j'ai
j'étais un peu toquée, je l'avoue. Là. Tout le monde me disait que j'étais un peu folle de faire ça, de créer un lieu où j'ai pas de tâches jetables, où j'ai pas de lait de vache, où j'ai aucun contenant jetable, ou que je sois du quasiment 100% vegan, bio, etc. Je voulais cocher toutes les cases parce que pour moi, sinon, ça faisait pas de sens. Sinon, à quoi bon créer un lieu qui allait juste créer plus de déchets, qui allait avoir que de l'impact négatif. Pour moi, je voulais vraiment focuser sur le fait d'avoir de l'impact positif. Donc justement, tu dis, il n'y a pas de lait de vache, il y a des tasses réutilisables. C'est quoi toutes les pratiques aujourd'hui qui sont mises en œuvre dans le Café des Habitudes pour avoir l'impact le plus minime possible? Déjà, d'avoir absolument aucun gobelet jetable. On est 100% avec la vague, que vous avez déjà dû voir partout à Montréal et dans tout le Québec. Donc, c'est des tasses en consigne avec un dépôt de 5 $. C'est un énorme réseau de tasses qui existe dans tout le Québec. On est plus de 400 à participer au projet. Donc, la solution existe. On n'est pas obligé de créer un déchet pour boire un café en l'espace de 3 minutes. Ensuite, ça a été le choix de ne pas avoir de lait de vache, pas parce que moi je n'en bois pas ou quoi que ce soit, c'est juste encore une fois d'un point de vue d'impact en tant qu'entreprise. Et donc je me suis tournée vers des laits végétaux et encore une fois, je n'ai pas voulu avoir une gamme de 10 laits végétaux différents. La solution existait déjà à Montréal, elle était créée ici par des femmes qui sont ici en ce moment. Par Dam Drinks, qui est une compagnie absolument incroyable qui révolutionne l'industrie du coffee shop et de la restauration pour tout ce qui est boissons végétales. On est capable d'avoir maintenant des boissons végétales concentrées. Donc j'ai choisi le lait d'avoine et le lait d'amande. Puis c'est ça, on économise tellement de cartons de lait depuis qu'on a ouvert. On a économisé, je pense, de plus que 7500 cartons de lait en l'espace de 2 ans. C'est non négligeable, puis c'est comme un des plus gros déchets dans un coffee shop. Donc ça, c'est vraiment nos 2 choix les plus importants qu'on a pu faire. Puis après, c'est de l'aménagement 100% seconde main, c'est se tourner vers un menu salé 100% vegan, je dirais 95% biologique, 90% local, puis faire des choix en fait de décroissance, d'avoir arrêté d'avoir 1 million de choix pour toutes, mais on resserre les choix pour éviter le gaspillage alimentaire, pour limiter l'impact sur la santé mentale de nos clients, d'avoir une carte qui fait 1 kilomètre. Puis ouais, c'est pas mal ça. Donc là, tu as quand même cité quelques points positifs parce que la question que j'allais te poser après, c'est justement, c'est quoi les challenges, un petit peu les obstacles quand on veut se lancer dans une restauration plus responsable. Mais tu as quand même nommé quelques points positifs, donc j'ai envie de commencer par ça justement. C'est quoi que ça permet de créer, c'est quoi les points positifs d'être un café responsable aujourd'hui? Déjà d'être fier de soi, de créer une communauté vraiment soudée autour d'un projet. Les gens viennent au café parce qu'on a fait ces choix-là. Je pense que la clientèle est déjà prête à faire ces changements-là, mais c'est juste qu'il faut lui offrir des lieux qui expriment leurs propres valeurs de nos clients. Ça a un impact sur l'environnement fois 1000. Ça a un impact financier aussi, parce qu'on pense toujours que ça coûte plus cher d'être éco-responsable, mais moi, ces tasses-là, je les achète 5 $, je les redistribue dans la société à 5 $. Je ne perds pas d'argent, c'est juste de l'avance de cash flow, mais c'est tout. Par exemple, les concentrés d'âme, dans un bucket qui est gros de même, je mets 16 kilos de lait, ça fait genre des centaines de litres de lait. En termes de place, c'est incroyable, en termes d'impact sur la route, en termes de tout, et les impacts positifs, pour moi, il n'y a quasiment que ça, quoi. Il y a juste de l'éducation à faire, en fait. C'est juste de l'éducation. C'est sûr que ça demande beaucoup de pédagogie auprès de nos clients, mais moi, j'observe en l'espace de 2 ans à quel point on a de moins en moins besoin de l'expliquer. C'est tellement rare quelqu'un qui retourne dehors parce que j'avais pas de lait de vache. Ça arrive 1 fois sur 100. C'est rien du tout. Puis même les tasses réutilisables, c'est de moins en moins aussi un enjeu. Au pire, les gens, je leur incite à juste prendre le temps de s'asseoir. Donc oui, beaucoup que des impacts positifs. Pour le moment, moi, je vois aucun impact négatif. C'est parce que c'est dans mes tripes, toutes ces valeurs. Puis à aucun moment, je ferai d'autres choix. En fait. Donc tu dirais que techniquement, il n'y a pas vraiment eu d'obstacle à justement faire cette transition, ou tu en as quand même un peu rencontré sur la route quand C'est plus des obstacles de tout le reste. C'est comme, à chaque fois, en fait, j'ai l'impression que c'est un déchet à la fois que je fais ma bataille. C'est comme... puis un fournisseur à la fois que je peux un peu aller challenger, de se dire genre, OK, comment est-ce que je peux enlever ça? C'est un peu, moi, la tannante là, qui va aller challenger chaque personne pour ça.
mais je pense que c'est important. Puis c'est aussi mais tu sais, au tout début, quand j'ai ouvert, parce qu'on s'entend que je suis absolument pas restauratrice, genre, je faisais mes courses au IGA, là, puis je savais pas où aller, je connaissais pas les fournisseurs, donc c'est plus ça qu'a été de trouver les bons fournisseurs éco-responsables pour tout le reste. Mais pour ça, je me suis vraiment entourée de Vrac et Bocaux, notre café vraiment en face de cette épicerie zéro déchet. Puis je me suis beaucoup assis avec eux en disant c'est qui vos fournisseurs, avec qui vous travaillez, etc. pour qu'on ait les mêmes fournisseurs afin déjà d'empreinte carbone. Il y a un camion qui arrive, il nous livre en même temps. Et puis, c'est des produits que je pouvais tester facilement, etc. Puis pouvoir faire des achats de gros ensemble, faire des achats groupés entre commerces. Puis c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu sais, c'est comme... Mais maintenant, au niveau où j'en suis, c'est vraiment un déchet à la fois que j'arrive à m'améliorer. Mais je dirais le plus gros impact négatif dans tout ça, c'est l'éco-anxiété que ça a pu me mettre dans les... Ouais. C'est vraiment d'angoisser à chaque chose que je mets à la poubelle, etc. Puis ça, j'essaie de calm down par rapport à ça. Mais ouais, c'est plus mon éco-anxiété que je dois gérer. Ok. Tu donnerais quel conseil justement à un restaurateur ou une restauratrice qui a envie de faire cette transition-là aussi? Genre, ce serait quoi un peu quelques règles d'or et de bons conseils d'amis responsables là, pour se dire ok, tu peux faire ta transition, sois tranquille. S'entourer, demander des conseils. Par exemple, avec la vague, on offre du conseil pour les commerces qui veulent faire leur transition écologique. Donc ça, c'est possible. Il y a des organismes qui existent pour se faire accompagner parce que c'est tellement d'informations, tellement de choses à savoir, puis les solutions existent, mais il faut les connaître. Et aussi, je pense beaucoup s'interroger et démystifier certaines choses. Parfois, genre, il y a l'essor des choses compostables, l'essor de toutes ces choses-là. Il y a du bon, il y a du moins bon. Donc c'est vraiment aller chercher les conseils d'experts pour dire « Ok, mais est-ce que ce que je fais, c'est vraiment la bonne solution? Oui, non. » Et aussi, c'est arrêter d'avoir peur de perdre des clients. Ça, je pense que c'est s'enlever cette peur-là que on va perdre des clients. C'est pas vrai. On va fidéliser nos clients grâce à ces choses-là. Donc je dirais s'entourer, arrêter d'avoir peur et d'aller creuser pourquoi est-ce qu'on veut le faire. Si on veut le faire juste pour faire beau, puis pour une décision marketing, ça ne marchera pas sur le long terme. J'ai vraiment l'impression qu'il faut aussi faire un travail un peu de développement personnel, de dire pourquoi est-ce que j'ai envie de faire cette transition-là. Parce que c'est sûr que par exemple, je ne sais pas, quand je fais du lait d'âme et qu'il faut que je coule mon petit concentré, que je shake, que je le mélange avec l'eau, c'est sûr que ça va me prendre plus de temps que de sortir un carton de ma boîte. Mais à chaque fois qu'on le fait, on sait pourquoi on le fait. Donc c'est toujours faire une grosse recherche, je pense, de son pourquoi. Pourquoi on veut devenir un commerce éco-responsable. Puis c'est un terme que, il me semble que tu avais déjà utilisé, qui était le slowpreneuriat. Ouais. Donc c'est de justement prendre le temps aussi d'entreprendre bien, là, c'est du coup. Comment tu définirais justement un peu comment toi tu le mets en œuvre, ce slowpreneuriat? Donc tu dis justement, tu fais tes laits d'amande comme ça. Je trouve que c'est d'aller vers des produits bruts beaucoup, d'apprendre à transformer les choses soi-même, d'arrêter d'acheter des choses toutes faites, mais on fait beaucoup de choses nous-mêmes. Aussi, ça passe par l'humain, je trouve énormément. C'est comme nous avec nos clients, on a une relation clientèle qui est très très chill. On n'est pas du tout dans un bonjour, un latte, au revoir, bonjour, un latte, au revoir, puis être dans du travail à la chaîne. Non, nous, on essaie vraiment de créer une vraie relation humaine avec nos clients. Je deviens amie avec beaucoup de mes clients. Enfin, c'est comme créer un vrai lien avec nos habitués. Et puis, et moi aussi, là, je suis tout le temps en café, mais je travaille pas tout le temps. Puis ça vient aussi, je trouve qu'avec je travaille beaucoup, j'y suis beaucoup, c'est toujours dans ma tête, mais je profite aussi énormément. C'est comme je veux pas prôner le fait que je travaille 12 heures par jour. Oui, il y a des fois c'est le cas, mais j'ai jamais travaillé chez moi à la maison. Le soir, je ramène jamais de travail. C'est aussi ça, c'est comme les choses vont se faire, puis elles vont se faire à leur rythme. Donc oser le faire de cette façon-là, c'est pas toujours facile. Là. Je vais pas faire croire quoi que ce soit. Il y a des périodes, là, c'est quand même des montagnes russes, puis il y a parfois des enjeux qui peuvent être plus tough, mais j'essaye le plus possible de prendre du plaisir. Super, ça donne envie d'entreprendre comme ça. Est-ce que tu as travaillé toute seule à ce projet ou est-ce que tu as été entourée dès le début? On est deux. Moi, je suis associée avec mon conjoint depuis le tout début. C'est un partenariat qui est essentiel pour moi. Il n'est pas du tout sur le plancher, pas du tout dans la gestion du day-to-day,
Mais il est là depuis le début. Ça fait des années qu'on est ensemble. Donc lui, il en a entendu parler de ce projet en long, en large, en travers. Donc il m'a toujours soutenu, vraiment un soutien émotionnel, soutien financier également. Et un soutien de c'est lui qui a construit tout le café de A à Z. Moi, je balançais mes idées, puis c'est lui qui a tout construit. La cabane, le bar, les murs, tout. Il a vraiment tout fait. Et puis, c'est un soutien au quotidien c'est ça, quelqu'un avec qui on peut parler, on peut dire les vraies choses, on peut parler d'argent, on peut dire, c'est ça, se dire vraiment les vraies choses. Mais on s'entend que j'ai créé tout ça en ayant un conjoint qui a un travail stable, un travail sécuritaire qui me permet d'avoir un toit sur la tête. Donc ça fait aussi partie de l'équation qui me permet d'en être là encore aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu dirais justement, enfin, des fois on dit travailler en famille, ça peut être un peu challengeant là, parce que on se connaît très bien, puis des fois il peut y avoir des petites frictions. Mm-hmm. Est-ce que travailler en couple, tu dirais que c'est un challenge ou toi, justement, c'est quelque chose qui a toujours été très naturel et vous arrivez à vous équilibrer facilement? Sachant qu'il n'est pas du tout sur le plancher au quotidien, il est là, mais en télétravail, là, mais il n'interfère absolument pas dans mes décisions de gestion, de management, de tout ça. Donc je le vois plus comme, dès que j'ai besoin d'aide, il va être là en soutien. Autant que ce soit pour changer une ampoule, que pour une décision stratégique, que pour une décision financière, que pour appeler quelqu'un pour réparer la hotte, que pour... name it, c'est vraiment comme un soutien. Je le vois vraiment de cette façon-là. Et après, au-delà de ça, c'est un projet familial. Moi, ma petite fille, elle a 5 ans, elle a grandi dans ce café-là. C'est comme sa deuxième maison, elle y passe tout son temps. C'est que des tatas qu'elle a dans mon équipe. C'est comme elle est tout le temps avec toutes les femmes avec qui je travaille. Là. Puis c'est un beau lieu de vie. Mais c'est sûr que on l'a construit comme étant une maison. Donc, c'est comme naturel qu'on soit tout le temps là, puis qu'on habite le lieu, tu sais. Ouais, comme on disait au début, c'est un espace de vie, donc c'est aussi un espace où les familles peuvent se retrouver, dont la tienne aussi. Avant tout, oui. Ouais. Encore une fois, tu vois, moi j'allais voir le côté plutôt challengeant de la chose, d'être une maman entrepreneur, genre comment est-ce qu'on gère un business. Toi, c'est vrai que tu es tout le temps là, quasiment, en ayant un enfant, tu vois. Est-ce qu'il y a quelques challenges? Par exemple, je sais qu'il y a peut-être certaines mamans qui n'osent pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'elles ont des enfants. Ouais. Quel conseil tu donnerais justement à ce moment-là? Moi, j'ai fait des choix financiers d'avoir plus de staff, puis d'assumer le fait que, j'arrête de faire des open de mon coffee shop parce que je veux emmener ma fille à l'école. Puis c'est des choix de dire, je pourrais faire tous les open de mon café, mais ça me tente pas. C'est comme ça me tente pas, ça me fait plaisir d'emmener ma fille à l'école, puis je pense que j'ai assez travaillé pour m'octroyer ce genre de petits plaisirs de la vie. Parfois aussi, c'est accepter d'investir dans son équipe pour se laisser du temps. Puis je vais être une meilleure entrepreneur en étant une maman un peu plus comblée qu'en voyant jamais ma fille puis que ça devienne un cercle vicieux. On met de plus en plus en place ça. Avant, je travaillais tout le temps, etc. Puis c'est devenu un peu plus néfaste pour tout le monde dans ma famille. Puis là, au fur et à mesure, c'est ça. J'investis dans mon équipe, puis je fais le choix de moins être sur le plancher, en fait. De moins être nécessaire au plancher. J'aide pour les rushs, j'aide pour tout ça, mais je suis moins nécessaire, ce qui me permet d'avoir un équilibre familial qui est bien plus agréable, en fait. Puis puis elle fait partie de ce lieu-là, elle m'aide dans ce lieu-là, donc je pense que c'est vraiment important. Mais c'est sûr qu'en fait, je trouve que c'est pas un frein d'être maman, ça m'amène cet équilibre de vie. Sinon, je sais que je serais du genre à bosser tous les soirs, à tout ça. Je suis obligée, là, je suis avec eux, puis... Ouais, ça m'amène plus un équilibre de vie pour ne pas plonger dans trop de travail. Ça t'oblige à faire vraiment des pauses. Ouais, des pauses et ça te ramène dans l'instant présent. Moi, ma fille, elle s'en fout que ma hotte elle soit cassée. Là. Non, mais c'est vrai, ça ramène dans le moment présent, qui est hyper important, je trouve. De relativiser. Ouais, vraiment. Ça, c'est déjà un point super rassurant, du coup, pour s'il y a des mamans entrepreneurs qui nous écoutent. Maintenant, au-delà justement vraiment du côté management, gestion du café, etc., je voulais savoir, est-ce que tu as eu des inspirations, des mentors, des entrepreneurs qui t'ont amené en fait à faire ce projet-là? Avant le café? Genre, c'est quoi qui ou quoi t'a inspiré le café des habitudes? C'est d'écumer tous les cafés de Montréal, tous les endroits où j'allais, puis à chaque fois je prenais des notes, ok, ça j'aime ça j'aime moi ça, etc. J'ai écouté énormément de podcasts d'entrepreneurs, beaucoup en France, mais beaucoup de podcasts. Puis j'ai écouté des centaines et des centaines d'histoires d'entrepreneurs, puis ça me permettait un peu de relativiser, de me dire que toute histoire est bonne en fait.
que je pourrais raconter mon histoire un jour, puis je suis en train de le faire là. Mais ouais, en fait, toute histoire est bonne à raconter, puis on peut le raconter d'une certaine façon. Donc ça m'a comme enlevé le truc de « il faut que je sois entrepreneur, il faut que je sois restauratrice, il faut que j'ai fait l'ITHQ, il faut ». J'étais genre, je vais être capable de le raconter, que c'était pas mon expérience, puis j'ai fait comme j'ai pu, puis j'ai osé casser les codes parce que je savais pas c'était quoi les codes. Puis... Ouais, c'est ça. T'étais pas dans la restauration, tu vois. Zéro. T'as tout créé, en fait, en autodidacte. Moi, je googlais qu'est-ce qu'un mochaccino le jour 1 de l'ouverture. Genre, je savais pas ce que c'était là. Genre, puis je faisais des chai latte qui étaient pas bons le jour 1 là. Puis c'était comme, c'est ça, tu sais, genre j'en savais rien là. Puis je pleurais en sortant du IGA parce que j'avais acheté des tortillas dans des sacs plastiques. Là. Non, mais c'est la vérité, tu sais, c'est comme, j'ai appris au fur et à mesure, puis c'est pas encore parfait maintenant, mais c'est comme, ouais, c'est comme, j'ai beaucoup écouter d'autres histoires d'entrepreneurs pour me dire que c'est des montagnes russes, qu'il y aura des jours foireux, des jours vraiment le fun, puis que toute histoire est bonne à raconter. Totalement. Surtout, ça peut inspirer tellement d'autres, là. C'est juste le fait de dire qu'encore une fois, tu as visualisé tellement fort ton projet qu'aujourd'hui, il existe, puis tu t'es quand même lancé dedans jour 1, justement, avec encore des doutes. Genre, tu n'as pas laissé le doute t'arrêter, tu continues ton projet en ayant encore, et c'est OK. Ah oui. Parce que du coup, tu apprends tous les jours. Sur le test tas. and learn perpétuel. C'est vraiment ça. Toujours en train d'apprendre. Ouais. Aujourd'hui, je dirais quoi à la Johanna d'il y a 10 ans, par exemple si tu savais tout ce qui s'était passé, là, que tu la préparais comment, tu lui donnerais quel conseil Ouais, je lui dirais, n'écoute pas ta petite voix dans ton cerveau qui dit que t'es pitoyable. Et puis de s'emmener là-dedans, dans ce... Je me suis tellement emmenée dans des bas-fonds parce que je ne créais pas ce projet-là, à me flageller énormément. Donc je lui dirais genre, non, tu vas y arriver. Ouais. Si tu crois assez fort. Ouais, c'est ça. C'est super beau. Écoute, merci infiniment pour ce partage. Super inspirant. Je pense encore une fois ça, que le message va résonner dans pas mal de cœurs, dans pas mal de têtes, pour sûr. Donc maintenant, je laisse la place aux questions, s'il y en a, parce que je pense qu'il doit y en avoir quelques-unes. Ouais. Déjà, félicitations, c'était un super parcours. Et je trouve que ça résonne pas mal avec on a reçu Juliette Brun mardi, puis elle a ouvert le jour 1, elle n'était pas censée ouvrir. Je veux dire, elle avait 22 ans, elle voulait juste ouvrir une chocolaterie. Puis quand elle a ouvert, c'est simplement parce qu'elle avait oublié de mettre le panneau close. Puis il y a des gens qui ont juste poussé la porte, ça me fait vraiment penser à ça. Je crois que finalement, se lancer dans quelque chose, c'est mieux que de trop réfléchir. On y va, puis on verra qu'est-ce qui se passera après. Ouais, puis tout s'explique. En fait, moi, je me rends compte que si tu es authentique avec tes clients, en fait, tout s'explique. C'est comme, tu juste t'expliques pourquoi, genre là, ce soir, on a fermé plus tôt. J'avais personne pour fermer. C'est correct, c'est pas grave. Il n'y a personne qui va mourir parce qu'on est fermé 2 heures. Puis c'est se rappeler que c'est juste un café. Là. Non, mais on n'est pas en train de sauver des vies ou c'est juste une chocolaterie pour Juliette. Et c'est comme, il n'y a personne qui va mourir si... Puis c'est ça, puis je pense que c'est d'amener ce côté non parfait fait que les gens s'accrochent à toi parce qu'il y a un lien émotionnel qui se crée avec ta clientèle. Donc, c'est... Mais je ne savais pas cette histoire-là de... ma première question serait, est-ce que pour toi, l'éco-responsabilité est forcément synonyme de bio, de végétal, Est-ce que pour toi, c'est une entité qui va ensemble, ou bien l'éco-responsabilité peut être aussi comme en dehors du végétal, du bio? Ça dépend dans quelle mesure on veut aller. Tu sais, c'est comme, je pense qu'on ne peut plus faire l'autruche. On sait très bien quelles sont les décisions à prendre pour avoir le moins d'impact possible sur la planète. On le sait. Maintenant, c'est savoir c'est quoi le range dans lequel on veut aller. Donc, c'est savoir est-ce que c'est surtout le bio, surtout le local. Moi, c'est vraiment comme, à chaque fois, moi, j'ai comme dans ma tête, dans toutes mes prises de décision, en fait, je travaille sur 3 spectres qui sont une décision par rapport à la planète, une décision par rapport aux personnes et une décision par rapport au profit. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a aussi une décision financière. On reste une business.
Donc c'est à chaque fois de savoir, OK, comment est-ce que je range? Il y a certaines décisions que ça va être full pour la planète, puis OK, oui, ça va peut-être coûter plus cher, mais j'ai pas envie de faire de concessions. Puis il y a peut-être d'autres choses où ça va être plus être dans l'autre sens, mais le temps que j'ai un peu plus de cash flow pour que je réussisse à aller. Tu sais, c'est comme... ouais, je pense que c'est des décisions qui doivent être en mouvance. C'est vraiment ça, je pense que la clé de l'éco-responsabilité, c'est d'avoir conscience qu'il faut être en mouvement. C'est une décision après l'autre. Et puis, on n'a pas obligé d'être parfait le jour 1, puis on ne sera jamais parfait. T'sais, une business parfaite, c'est une business qui n'existe pas. Puis, non, mais tu sais, c'est comme qui ne crée rien du tout, puis qui ne crée pas de déchets, zéro, puis qui... Mais c'est qu'à un moment donné, c'est juste commencer, savoir où sont nos valeurs, c'est quoi les non négociables. Puis après, chaque petite chose, tu sais, c'est comme moi, j'y vais vraiment, c'est maintenant, je suis dans un déchet à la fois. Puis genre, pour aussi se lâcher un peu la grappe, parce que sinon on vire fou à vouloir faire tout parfait, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ça soulève une deuxième question. Est-ce que, tu en as parlé brièvement, mais est-ce que ouvrir un commerce éco-responsable est plus coûteux qu'ouvrir un business sans réfléchir finalement à notre impact? Est-ce que pour toi est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut démystifier ici, comme être éco-responsable, ça ne veut pas forcément dire avoir un business qui nous coûte plus cher? Si oui, est-ce qu'on a la capacité de, comme tu dis, on trouve le range, puis on se dit, ok, ben, tant que j'ai pas assez de cash flow, ben là, je peux pas trop négocier, il faut que j'aille là. Et puis une fois que je serai bien, ben là, je vais pouvoir... Est-ce que pour toi, c'est vraiment ça, cette dynamique? Ou est-ce qu'il y a vraiment une différence qui est claire? La différence, je ne peux pas vraiment la prouver parce que je n'ai pas fait l'autre côté, déjà. Mais par exemple, les tasses, ça ne me coûte rien. Le lait, je pense que c'est pas mal aligné avec des laits barista classiques en termes de prix. Le biologique, oui, c'est sûr que c'est plus cher, mais c'est un choix. Puis après moi, par exemple, j'ai aménagé 100% le café seconde main. L'investissement que j'ai fait pour ouvrir le café, il est minime par rapport à d'autres entités qui ont pris des meubles sur mesure, etc. Puis, nous, ça nous a coûté vraiment pas très cher par rapport à d'autres commerces. Donc, c'est vraiment des choix. Le seconde main, clairement, c'est 1000 fois moins cher. D'être malin dans plein de choses, d'aller trouver les astuces, trouver les bonnes combines, etc. Puis, je trouve qu'à un moment donné, moi, ce discours-là, il vient me chercher parce que je suis là, ça coûte quelque part. Hein, c'est pas moi qui vais payer. Mais c'est peut-être quelqu'un à l'autre bout de la planète qui va le payer. Puis à un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui paye le prix. Donc c'est avoir conscience de ces choix-là, de se dire genre, ok, c'est comme de payer un truc ultra cheap qui a été fait au fin fond de la Chine, puis qui a pris des avions, un bateau, puis pour des gens qui ont été exploités. Est-ce que c'est ce qu'on souhaite offrir à nous, privilégiés de la petite patrie? Je ne pense pas. Donc, et puis je dis pas que je suis parfaite là, genre je fais des commandes sur Amazon aussi là, c'est ok, c'est comme. Mais je pense que c'est vraiment encore une fois de se dire comme faut que ce soit une infime partie, puis que chaque choix soit conscient de ok là c'est peut-être pas parfait, mais c'est correct, c'est comme. Mais je pense pas que ça coûte plus cher. Ça, je pense vraiment que c'est un mythe. Surtout si on pense à une décision moyen-long terme. La clientèle est en train de changer et il est temps de changer. La clientèle et les réglementations municipales changent. Donc il est temps de s'aligner avec ce que le gouvernement souhaite et avec ce que la population souhaite. Et il vaut mieux le faire en avance versus d'être pris au dépourvu puis de voir tout changer, etc. je pense. Okay. Mais je n'ai pas ouvert de business. Ouais, non, mais quoi, c'est ça. Je vais vous poser ma dernière question, puis je vais laisser la place à l'autre. C'est quoi que tu donnerais comme conseil pour la jeune génération? T'as une fille, moi j'en ai 3. Je veux dire, c'est quoi Est-ce que c'est dans un quotidien finalement qu'on inculque ça? En France, il y a eu beaucoup de bruit sur Shein, sur Boo, qui a fait beaucoup de bruit. Donc des grosses enseignes que finalement les jeunes ados consomment énormément. C'est quel conseil que tu pourrais donner à la jeune génération pour, sans en faire un drame non plus, comme tu dis, si tu magasines sur Amazon ou si tu achètes quelque chose sur Shein, mais c'est quel conseil que tu donnerais à cette jeune génération pour commencer tranquillement à s'éduquer et à réfléchir sur l'impact plus grand? Moi j'ai l'impression, c'est drôle que tu me dises ça, mais
de mon expérience et de mon spectre, j'ai vraiment l'impression que la jeune génération ici à Montréal est tellement plus avancée que moi je pouvais l'être. Moi, ça me fait capoter. Genre, j'ai 33 ans, puis je vois arriver des personnes qui ont 20 ans pour postuler, par exemple, pour être barista, qui disent, moi, je suis végétarienne depuis que j'ai 15 ans, je consomme uniquement dans des renaissances de ce monde, machin, nanana, je veux pas prendre l'avion et tout. Puis je suis comme, eh mon Dieu, moi, à 15 ans, je mangeais juste du McDo, là, puis c'est comme, non, mais c'est vrai, tu sais, c'est comme, moi, je suis assez étonnée, au contraire, que cette nouvelle génération ait quand même des choix vraiment forts de... Tout mon staff, beaucoup de mon staff est beaucoup plus jeune que moi, puis je vois bien à quel point les valeurs sont déjà là, puis sont déjà à la bonne place et tout. Donc je pense que tant mieux si de magasiner seconde main, ça commence à devenir la mode. Et puis je pense qu'aussi, c'est comme de faire ces choix conscients. Ouais, j'ai vraiment l'impression, moi pour le coup, que... Qui sont déjà nés. Ouais, bien plus. Comme, puis moi je vois ma fille qui a 5 ans... pareil, elle est là, il ne faut pas faire de déchets, il ne faut pas faire ci. C'est comme, elle a déjà ses petites... Puis elle n'a aucune misère, par exemple, à redonner ses vêtements. C'est comme... Je pense que c'est vraiment à nous de montrer l'exemple. Et puis, je pense que la nouvelle génération va se rendre compte à quel point ça coûte moins cher. Parce qu'il y a souvent une décision financière là-dedans, puis ça coûte moins cher d'aller acheter un t-shirt chez Renaissance. Puis c'est souvent bien plus cool. C'est ce que j'allais dire. Non, c'est bien plus cool. Ça coûte moins cher d'être végétarien, ça, clairement. Il y a plein de choses comme ça. Je pense que l'argent rentre en jeu, en tout cas pour la nouvelle génération qui a souvent un budget moindre, et de se rendre compte que c'est totalement possible. Puis moi, je vois au café, on a tellement de jeunes qui viennent, des jeunes étudiants, même des jeunes, des adolescents, etc. Et puis on se rend compte qu'ils n'ont aucune misère. Ils arrivent, je vois un matcha latte avoine, c'est comme... moi, je suis végétarienne, je suis végane et tout, puis c'est comme... Ouais, je les trouve bien plus avancés que Donc, simplement de continuer sur cette voie. Continuer sur cette voie, puis se rendre compte à quel point c'est pas compliqué. Mais après, c'est sûr qu'il faut sortir de l'éducation parfois parentale, qui peut peut-être être différente. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, tout à l'heure, on a parlé de justement Juliette et Chocolat, qui nous avait un peu expliqué qu'est-ce qui avait été facile. Enfin, pour elle, son cheminement, c'était tout a été tellement bien cadré. Il y a une chose à laquelle elle n'avait pas du tout en fait pensé, qu'elle aurait eu une difficulté, c'était le chocolat. Dans ton cas, qu'est-ce qui a été dans ton parcours pour monter ton café des habitudes? Quel a été le plus gros souci, on va dire, le plus gros obstacle, peut-être? Une bonne question. Ah bah tant mieux si c'est... Non, mais je vais réfléchir je dirais gérer ma santé mentale. Gérer ma santé mentale et gérer le petit avis négatif qui arrive parmi les centaines d'avis positifs, mais celui que tu prends, puis tu fais genre, ah, ça fait mal à l'ego, puis tu fais genre, ok, on sait que c'est constructif, puis il faut rebondir et tout. Mais ouais, de la santé mentale, de toujours être en mode solution, toujours être en mode problème-solution, faut action-réaction. Tu peux pas abandonner. Tu sais, genre, je peux pas juste faire. Je peux, tout est possible, bien évidemment. Mais tu sais, il y a des fournisseurs qui comptent sur moi, j'ai une équipe qui compte sur moi, j'ai tout ça. Donc, c'est trouver la bonne balance pour pas péter un plomb. Non, mais c'est vrai d'avoir trop de pression, d'avoir cette pression financière, de se dire que bah, tu as des charges fixes, elles sont là, peu importe, no matter what. Là, donc, il faut que tu aies des clients qui rentrent dans ton café, il faut que ça roule. Peu importe tes décisions sur tes valeurs, sur tout ça, là, il y a un moment donné, il faut que l'argent rentre. Faut que tu sois capable de payer tes salaires, faut que tu... C'est toute cette pression-là, puis hop, là, il y a le frigo qui pète, le congélateur qui pète, et puis machin, puis là, il y a la machine qui marche pas, il faut changer Internet. Ah, il y a Internet qui marche pas, ah, ok. Puis, tu sais, c'est comme tous ces trucs-là, mis bout à bout, qui parfois... ouais, c'est vraiment gérer ma charge mentale qui a été le plus gros enjeu dans mon expérience. De continuer de prendre du plaisir. Oui. Moi, je rebondirais là-dessus. Est-ce que tu as développé peut-être des habitudes dans ton quotidien ou des rituels ou quelque chose en particulier qui t'aide à justement booster ta santé mentale dans les périodes qui sont plus difficiles? Voir un thérapeute. Déjà.
Est-ce que seulement depuis que tu as le café ou avant tu le faisais déjà? Non, j'ai fait depuis que j'ai le café. Ok. C'est de temps en temps, mais tu sais, de voir des personnes pour m'aider. Avoir plus de staff, parce que, en fait, c'est plus vraiment réussir à mettre l'emphase sur qu'est-ce qui me draine de l'énergie et qu'est-ce qui m'en donne. Donc, moi, ce qui pouvait me drainer, c'est de faire des shifts de 10 heures debout à servir des clients, etc. J'adore, moi, être au bout du bar. Puis si vous venez au café, je suis toujours au bout du bar. Mais d'être au bout du bar, de voir mes clients, de jaser avec eux, mais d'être non-stop sur le plancher, moi, il y a un moment donné où faire ça, plus les achats, plus tout le reste, j'ai eu des périodes où je pouvais en faire des crises d'anxiété à chaque client qui rentrait dans le café, là, tellement je me donnais. Donc pour moi, ça a vraiment été de, en fait, accepter d'investir dans mon équipe pour avoir plus de temps en recul et dans ma zone de génie. Et je ne démords pas de mon latte amande chaque matin avec mon petit biscuit. Puis c'est mon petit moment de juste pour commencer ma journée, puis d'ancrer des petits rituels de même, je dirais ça, et de célébrer. Célébrer toutes les belles choses, les milestones qui se passent, pas passer, puis genre, OK, next, on passe à la prochaine chose. Non, j'essaie vraiment de célébrer chaque victoire, chaque grande réussite qu'on a pu avoir, chaque récompense, ouais, de vraiment l'ancrer pour que ça nourrisse ce truc-là, d'avoir une meilleure santé mentale, puis de savourer aussi le moment, là, puis pas être dans le côté « je subis le moment ». Donc c'est ça. Merci, Joanna. Moi, j'ai encore une question. Oui. Où est-ce que tu le vois, le café, dans 5 ans aujourd'hui? Quel projet futur imagines-tu pour lui? Ou alors, tu y vas encore au jour le jour et c'est OK aussi? J'y vais pas mal le jour. C'est pas mal ma personnalité d'entreprendre beaucoup dans la spontanéité. Les choses vont beaucoup dépendre de ma fin de bail, pour être bien honnête. J'ai une fin de bail dans 3 ans, donc ça va dépendre de mes propriétaires et de la négociation qu'on va pouvoir avoir. Et si c'est le cas, on fermera et ce sera bien correct. Mais ouais, je le vois juste tant que j'ai du plaisir, je vais continuer. Le moment où j'en aurai plus, j'aurai aucun mal à arrêter. Et moi, je veux vraiment on va de plus en plus partager. C'est comme ça que je vois la vision, que le café puisse rouler par lui-même, qu'il n'y ait pas d'enjeu de cash flow, qu'il n'y ait pas d'enjeu de base, que j'ai pas de dette, pas d'enjeu de cash flow, tout, que ça roule un peu tout seul, entre gros guillemets. Puis que moi, je puisse partager comme ici, que je puisse avoir des projets à côté, que je puisse avoir du temps libre. Ouais, c'est vraiment ça, d'avoir que ce soit plus doux, puis que ça roule et tout, puis que je puisse mettre en place les projets qui me tentent. C'est sûr qu'on va être un lieu événementiel, qu'on va un lieu où on crée plein de soirées. Je veux continuer d'être un lieu vraiment en lien avec la communauté. Je pense que c'est l'essence de cet espace-là, puis c'est ça qui me nourrit le plus. Donc, créer plein de choses, créer plein de partenariats le fun, mais prendre beaucoup de temps pour moi. C'est beau parce que quand tu parles de ton entreprise, on sent vraiment que tu parles de chez toi et que ça vient vraiment du cœur. Oui. Donc, déjà, bravo. Franchement, Merci. bravo d'avoir créé ça et bravo de le partager aussi bien aussi parce que ça ressort vraiment bien et ça inspire à entreprendre aussi des fois de cette manière-là. Merci. Vraiment. Donc, merci beaucoup. Vas-y. Beaucoup d'avoir entendu, bien que je connaisse l'histoire. Si ça a déjà été dit dans ton témoignage, C'est bien correct. On racontera dans la voiture en rentrant. Mais je lis entrepreneurship pour femmes. Donc il y a eu une question sur entreprendre pour la future, enfin le choix pour la future génération. J'ai envie de te ramener à l'entrepreneuriat, particulièrement pour les femmes. Qu'est-ce que toi t'observes, puis qu'est-ce que tu leur dirais à toutes celles qui sont en silence, blotties peut-être au fond d'une salle, en train de t'écouter, ou chez elles, là, je pense qu'il y a un lien Zoom, donc toutes celles pour qui ça bouillonne, puis qui ont fou le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que tu observes, qu'est-ce que tu as envie de leur dire ce soir en lien avec toi, ton parcours, et voilà, toutes celles que tu croises au fur et à mesure de ton quotidien. Merci. On est vraiment un lieu avec énormément de femmes à l'intérieur. Là, je pense qu'il y a pas mal, juste mon chum, puis j'ai un autre partenaire également, mais sinon, on est une grosse gang de femmes. Et pour moi, c'est comme, on est des êtres connectés à notre intuition comme jamais. Puis c'est vraiment, pour moi, c'est un lieu que j'ai créé avec mon intuition. On a ce pouvoir-là.
ce pouvoir créateur, ce pouvoir intuitif, puis il faut se reconnecter à ça. Puis la peur, elle sera toujours là. Tu sais, c'est comme, la peur, elle sera toujours là. Le syndrome de l'imposteur, absolument tout le monde l'a sur Terre. Tu sais, c'est comme, ça fait partie du jeu, puis c'est ça qui peut driver le truc, mais d'oser se dire que, ouais, c'est juste comment est-ce qu'on peut rendre possible ce rêve impossible, quoi. Puis souvent, ton intuition, il le sait toujours. Donc se connecter ça, c'est notre plus grande force en tant que femme, je pense. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut t'applaudir. Ouais. C'est génial. On a fini par entrepreneurship pour femmes. Exact, on a fini par entrepreneurship pour femmes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Influence, anciennement Compagnie F, c'est un organisme qui existe maintenant depuis 1997 et qui a déjà accompagné plus de 3000 femmes à se lancer dans leur business et en entrepreneuriat. Aujourd'hui, on est une jeune équipe. Notre objectif, c'est vraiment de continuer à accompagner, outiller et former les femmes dans leur business et leurs entreprises. On a mis en place un programme, donc c'est le programme 2023-2024 qui s'appelle Cohort 360. L'objectif de ce programme, c'est vraiment d'accompagner les femmes en business autour d'1 an. Pourquoi 1 an? Parce qu'ouvrir un business, c'est pas facile, puis c'est pas juste ouvrir un business. Il y a comme une recherche, et je pense que tu l'as aussi beaucoup dit, c'est quelque chose qui t'anime, ça fait partie de tes valeurs. Et ça, c'est le thème de notre première cohorte qui est découvrir son identité entrepreneuriale. Parce qu'avant de bâtir un projet, il faut se trouver. Il faut aussi trouver les valeurs qu'on veut véhiculer dans notre entreprise. Il faut connaître notre identité et c'est quoi qu'on va véhiculer dans nos produits, dans nos services. Donc la première cohorte de ce programme, c'est donc ça, découvrir son identité entrepreneuriale. Puis après ça, la deuxième cohorte, c'est bâtir son projet entrepreneurial. Une fois qu'on s'est trouvé, on est prêt. On peut se lancer, trouver un lieu ou trouver nos fournisseurs, mettre en place nos services, nos produits. Et donc là, on va vous accompagner sur 9 semaines pour bâtir ce projet complètement. Puis après la deuxième cohorte, la troisième, c'est développer son projet entrepreneurial. Le but pour nous, c'est qu'au bout de 1 an, vous vous soyez trouvé, vous ayez ouvert votre business et que vous soyez déjà en train de le développer. Au bout d'1 an, vous générez déjà un chiffre d'affaires. Même, on ne veut pas savoir le montant. Quand je dis générer un chiffre d'affaires, parfois ça paraît comme oh là là, je dois faire de l'argent, mais ça peut très bien être $20 là. Notre objectif, c'est que tu aies fait une démarche pour vendre ton produit ou vendre ton service. Pour moi, tu es déjà entrepreneur à partir de là. Donc, c'est un peu ça le programme 360 et c'est le programme qu'on propose sur 2023-2024. Donc, Influence, c'est tout ça. C'est aussi des ateliers, c'est aussi des coachings, c'est aussi des partenariats, c'est aussi beaucoup de projets qui s'en viennent et c'est aussi un espace locatif ici qui est à la disposition de vous toutes et vous tous. Si vous cherchez un lieu pour vos conférences, si vous cherchez un lieu pour vos événements, on prépare des belles choses. On a un studio de podcast qui va arriver, qui va être aussi à disposition pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. Donc voilà, c'est un peu tout ça Influence, si on peut terminer là-dessus. On peut bien terminer. Super, alors merci d'être venu, merci à ceux qui sont en ligne, je sais qu'il y a un petit groupe, alors merci beaucoup d'avoir assisté, on se retrouve demain. Demain c'est notre dernier soir de cette semaine d'Influence. On va terminer avec la fondatrice du studio Louvgang, si je ne me trompe pas. C'est ça, alors ça aussi je suis très excitée, j'ai vraiment hâte d'écouter son histoire. Et puis la deuxième personne qui va nous parler, c'est Anaïs de Faïs avec le boudoir clandestin. Anaïs, elle sera avec nous à distance puisque elle est chez nous au Nouveau-Brunswick, puisque je suis du Nouveau-Brunswick, mais elle aura le plaisir de partager son histoire et son expérience sur les défis d'être entrepreneur. Donc merci à tous et puis on se voit demain. Merci. Super. Quel beau projet. Ouais, franchement, c'est Sûrement, je vais visiter. Avec plaisir. Satan, donc, tout ce que tu as raconté, et je me suis sûre que je suis dans Eco-Friendly.